Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur l'académicien, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, inspecteurs généraux, inspecteurs d'académie, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers élèves. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la 3e conférence de notre cycle annuel des académiciens en Sorbonne. Ce magnifique grand amphithéâtre est propice au discours solennel. Et M. Louis Vogel va nous faire l'honneur de nous parler des nouvelles voies de l'éloquence aujourd'hui. Un beau titre et qui aurait pu s'écrire aussi bien voix, V-O-I-E, que voix, V-O-I-X d'ailleurs. L'éloquence. Voilà bien une thématique, cher monsieur l'académicien, qui court en filigrane tout au long de votre exceptionnel parcours, qui vous a consacré à la fois comme pédagogue et homme de terrain, et qui a été couronné en 2020 par votre élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Professeur en droit européen comparé et droit européen des affaires à l'Université Paris II Assas, spécialiste du droit économique, vous vous êtes en effet engagé pleinement dans cette vocation éducative en accompagnant des générations d'élèves dans la découverte et la pratique de cette discipline, mais également en œuvrant pour le rayonnement de nos universités. Vous avez en effet occupé entre 2006 et 2012 la présidence de l'Université Assas et de 2010 à 2012 la présidence de la Conférence des présidents d'université. Signe que cet univers n'a depuis jamais quitté votre cœur, vous accueillez encore aujourd'hui les rencontres du SUP pour réfléchir à la réponse que l'université doit apporter aux attentes des étudiants du XXIe siècle. Mais loin de vous en tenir à ce versant académique, vous avez également fondé, aux côtés de votre frère, le cabinet Vogel et Vogel, dont l'expertise en matière de droit de la concurrence, droit de la distribution, droit de la consommation et droit européen des affaires n'est plus approuvée. Là encore, votre passion pour l'enseignement joue à plein, puisque le cabinet Vogel et Vogel va jusqu'à proposer 6 certificats à destination des professionnels du droit qui voudraient approfondir leur formation. Passionné par la chose publique, vous êtes également un homme engagé et ancré dans un territoire au service de ses concitoyens. Vous avez ainsi assuré la présidence de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine en 2014, avant d'être élu maire de Melun en 2016. Signe de la confiance de vos électeurs, vous avez été réélu en 2020. Nul ne sait exactement comment vous en trouvez encore le temps, mais vous réussissez enfin, en plus de vos fonctions d'élu, de professeur et d'avocat, à vous consacrer à l'art qui nous rassemble aujourd'hui, celui du débat, de l'éloquence et de la joute oratoire. Fondateur du think tank du Cercle d'Hénin, vous œuvrez ainsi à replacer le débat au cœur de notre société pour promouvoir une démocratie à la fois vivante et éclairée. En tant que pédagogue, cette promotion du dialogue et du débat, élément constitutif de la formation de futurs citoyens, me parle tout particulièrement. Quand on parle de débat, en effet, c'est-à-dire de conviction, de persuasion, d'adhésion, on parle aussi de la capacité de notre société à ne jamais se reposer sur ses lauriers et à incarner chaque jour un idéal qui fonde toutes les démocraties, la possibilité pour chacun de faire entendre sa voix. Ainsi, l'éloquence est-elle essentielle dans la construction citoyenne de nos jeunes, mais aussi un levier de réussite pour vous. Tout au long de votre parcours, chers élèves, vous serez en effet appelés à prendre la parole pour présenter à vos pairs et à vos professeurs les projets et les idées qui vous sont chers. Bien entendu, l'art oratoire sera votre premier allié pour explorer le pouvoir de la parole en littérature, en philosophie, ou encore pour vous exprimer sur une scène de théâtre, pour ceux qui s'adonnent à cette passion ô combien dévorante.
Mais être capable de s'exprimer sereinement, et on le souhaite, avec un certain panache devant un public, fait aussi partie des compétences qui vous permettront de réussir tout au long de votre vie. Faire un exposé, présenter un projet, passer des entretiens de recrutement, défendre votre avis de manière argumentée, développer l'esprit critique, qui vous permettra de vous forger votre propre avis sur les sujets qui traversent notre espace médiatique, tout cela passe par l'écoute et la pratique de la parole, sous des formats très différents de celui du traditionnel concours d'éloquence. Le grand oral, épreuve emblématique du nouveau baccalauréat, se veut l'incarnation de cette compétence oratoire. La préparation de cette épreuve est pour vous l'occasion de vous former à la prise de parole en public et d'utiliser vos connaissances pour convaincre et démontrer la pertinence de vos projets pour l'avenir. Je suis certain que la passionnante conférence de notre invité aujourd'hui nous a préparé quelque chose que je crois très, très surprenant, vous aidera à prendre confiance en vous, à mettre des mots sur vos convictions et à découvrir la parole sous un jour autre, parole que je cède d'abord au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, avant de la lui donner complètement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le recteur. Chers confrères et amis, chers amis, vous participez à une expérience qui remonte maintenant à un peu plus d'1 an et qui est due à l'audace du recteur de l'Académie de Paris qui vient de vous adresser la parole, c'est de vous faire entrer dans ce lieu où peu d'élèves de lycée et encore moins d'étudiants entrent aujourd'hui. Lorsque j'étais étudiant à partir de 1966, cet amphithéâtre servait à des cours magistraux. À l'époque, les micros ne marchaient pas, donc les professeurs avaient un art oratoire consommé. On pourrait couper le micro de Louis Vogel, je pense qu'il arriverait quand même à vous exprimer ce qu'il a envie de vous dire, mais ça avait un panache énorme. Quand vous venez d'un lycée de banlieue en particulier et que vous arrivez dans ce lieu majestueux et qui a été fait avec l'argent des contribuables par la République pour célébrer le savoir, pour célébrer les sciences. Derrière l'écran, vous avez le bois sacré de Puvis de Chavannes, où toutes les disciplines scientifiques sont représentées. Elles ne sont pas très joyeuses quand vous pouvez regarder les visages de près, mais c'est très impressionnant lorsqu'on a, comme vous, 18 ans ou un peu moins, et que l'on est dans ce lieu fait pour... C'est un temple du savoir. Le recteur a donc accepté que nos académiciens, mes confrères, sortions de notre académie. Vous allez voir un tout petit film dans un instant qui va vous montrer ce qu'est l'Institut de France et l'Académie des sciences morales et politiques, qui est une des 5 académies hébergées par l'Institut, mais en général, nous travaillons plutôt entre nous, à l'intérieur de cet autre bâtiment majestueux qui déborde de Seine, en face du Louvre, et il m'a semblé, comme à un certain nombre de confrères, qu'il était utile que nous sortions, parce que nous avons tous des expériences professionnelles variées, et vous avez entendu le résumé très bref de la vie, des œuvres et des pompes de Louis Vogel. Donc c'est à la fois un grand professeur, c'est à la fois un grand avocat, et c'est à la fois un homme politique qui gère une ville très importante de la région parisienne. Et ça, je pense que pour vous, c'est utile d'entendre cette voix. Donc d'autres confrères se sont exprimés en philosophie, en politique, en sciences politiques, en économie, en géographie. J'ai même eu le privilège d'inaugurer cette série en parlant de gastronomie, un sujet ô combien important. Donc vous allez entendre Louis Vogel et auparavant juste un tout petit film pour vous montrer ce qu'est l'Académie des sciences morales et politiques. Vous y êtes aussi chez vous, il y a un certain nombre de manifestations ouvertes au grand public au moment des journées du patrimoine, mais à d'autres occasions aussi dans l'année. Regardez sur notre site et surtout je vous souhaite une excellente conférence en vous remerciant d'être venus si nombreux avec vos professeurs. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques
fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot moral s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a 2 salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très, très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis après-midi sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie bien entendu. Par exemple cette année nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Enfin, les sujets sont très très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bien, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire perpétuel, d'abord merci de m'avoir invité et pour les paroles, monsieur le recteur, très, très sympathiques que vous avez prononcées. C'est toujours très émouvant pour un professeur de revenir en Sorbonne et surtout dans cet amphithéâtre que je n'ai que très peu pratiqué puisque je suis juriste et nous on nous a exilés de l'autre côté du jardin du Luxembourg. Mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, alors je crois qu'il y a des élèves de 6 lycées qui sont là. Vous allez me dire un peu où vous vous trouvez. Là, le lycée Jean Moulin de Torcy, il est où? Ah, d'accord. Alors ça, je suis très proche de vous, puisque la Seine-et-Marne, ça compte pour moi. Alors, Marcelin Berthelot, très bien. Louise Michel, ok. François-Joseph Talma, Brunois, bien. Decour. Arago. Ah, dis donc, vous êtes nombreux. Ok. Alors, bon, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette intervention, parce que finalement, on parle. On m'a jamais appris, moi, à parler devant un public. J'ai appris par moi-même. Et finalement, on se rend compte de ce qu'on fait quand on lit des choses écrites à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éloquence? L'éloquence, bon, pour certains, c'est l'art de bien dire, de bien parler. Hein, c'est ce que disaient les Romains, les rhéteurs romains. Tout jeune Romain de bonne famille suivait des cours d'éloquence. Mais avant les Romains, il y avait les Grecs, et les Grecs étaient un peu plus sophistiqués. Donc, on parlait de sophistes, justement, et là, l'éloquence, c'était plutôt l'art de toucher les personnes, l'art de persuader, justement, ce que disait le recteur tout à l'heure. Et les voies de l'éloquence, ce sont tous les chemins qui permettent d'aller de l'orateur vers son auditoire. Et donc, vous verrez, il y a beaucoup de choses, tous les coups sont permis.
Alors, au départ, je ne voulais vous parler que des nouvelles voies, les nouvelles voies de l'éloquence. Et puis, je me suis rendu compte, en préparant, que c'était impossible. D'abord parce que pour savoir si une voix est nouvelle, il faut la comparer avec les voix anciennes. Donc, j'étais amené naturellement à parler de tout. Et puis, quand on y réfléchit et quand on voit un peu ce qui se passe, eh bien, on constate que les voix anciennes existent toujours et sont même très importantes dans la société moderne. Alors, l'éloquence, si on repense à tout ce qui a été écrit, c'est d'abord et avant tout un exercice de séduction. Il faut séduire le public, sinon on ne va pas très loin. Et pour séduire, eh bien, c'est comme tout, hein, c'est comme le solfège pour la musique, il y a des techniques, et c'est évident, il y a des techniques de l'éloquence. Et ces techniques, elles sont souvent proches du mensonge. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ridicule de Patrice Lecomte. On y voit un abbé qui essaie de démontrer l'existence de Dieu dans un premier temps, puis après il dit au roi, il parle devant la cour, il dit au roi, mais je peux aussi dire exactement l'inverse. Et à partir de là, sa carrière s'arrête. Donc, vous voyez, il y a quelque chose un peu d'ambigu dans l'éloquence. Et toute cette hypocrisie, c'est ce qui déplaisait à Platon déjà. Il défendait, vous savez, Platon, c'est le défenseur du fond contre la forme, et il comparait l'art des orateurs à l'art des nécromants et des charmeurs de serpents. Alors, il n'y a rien derrière. Il parle bien, mais il parle faux. Et cette superficialité, cette artificialité de l'éloquence explique vraisemblablement un certain déclin de l'éloquence. Il y avait des classes de rhétorique avant dans les lycées. Les classes de rhétorique ont été remplacées par les classes de philosophie. Vous voyez, la rhétorique, c'est pour apprendre des techniques, justement, de l'éloquence. Et puis, on a vu aussi que la dissertation, le discours en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, quand on a dû beaucoup parler ici, a remplacé, l'écrit a remplacé la parole. En sens inverse, on se rend compte que le débat intellectuel, la discussion, le fait qu'on se contredise, fait jaillir les idées. Et il y a du bon dans le discours. C'est pas simplement mentir aux gens. Le débat politique, il est surtout oral. Et j'ai bien l'impression, à voir ce qui est en train de se passer, qu'il y a un retour en force de l'éloquence. Monsieur le recteur a parlé tout à l'heure de cette fameuse épreuve du baccalauréat. Ben, c'est tout nouveau, mais on trouve ça un peu partout. L'oral, le grand oral pour entrer à Sciences Po. Tous les concours d'éloquence qui se multiplient, vous verrez si jamais vous faites des études de droit, il y a des concours d'éloquence, l'ISIAS, c'est un concours national. Et il y a un concours d'éloquence à la Cour de justice. En fait, on a un peu recopié ce que les Américains appellent les moot courts. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire d'études de droit sans passer par des classes d'éloquence. Et vous êtes noté, et ça fait vraiment partie du curriculum. Alors, quand on fait la liste de tout ce qui est en train d'apparaître, on voit que ce n'est pas la même éloquence que celle d'avant. Ces épreuves, ces concours d'éloquence sont souvent très très techniques. Devant la Cour de justice, vous plaidez sur le droit européen. Et il n'y a pas d'effet de manche. Hein. On vous donne un cas pratique à résoudre et puis vous essayez d'être le meilleur et de trouver la solution. Alors l'éloquence qui séduit ne se confond pas avec la communication. Moi, au début, je me suis dit, mais est-ce qu'un message publicitaire, c'est éloquent ? Finalement, j'ai conclu par la négative. Pourquoi ? Parce que l'éloquence, dans son essence, c'est quelque chose d'impréparé, d'instantané, de vivant, d'irrationnel même. Le hasard joue un rôle. Beaucoup de phrases soi-disant historiques résultent du hasard pur et simple. Une phrase très célèbre, vous la connaissez sûrement. Le général de Gaulle, président du Conseil à l'époque, c'est-à-dire Premier ministre, à Alger, c'était le 4 juin 1958. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je vous ai compris ». Alors, tout le monde a pensé, les musulmans et les Européens, comme on disait à l'époque, pensaient avoir le soutien du général. Ils pensaient tous avoir été compris.
Et on a interprété ça surtout comme un soutien à l'Algérie française, parce que dans un autre discours prononcé 2 jours plus tard, il a parlé de l'Algérie française. Mais pour ceux qui assistaient au discours, il semble que la foule était échauffée, il y avait des cris, Jacques Soustelle avait parlé, il semble que ça voulait simplement dire, pour le général, je vous ai compris, vous voulez Jacques Soustelle. Vous voyez ? Et personne n'a plus pensé à Jacques Soustelle par la suite. La règle d'or pour réussir son discours, c'est d'être soi-même. Un discours, il est fait sur mesure. Tout le monde ne fait pas le même discours. La personne compte, la voix compte, le silence compte, les émotions. L'orateur est parfois aussi ému que la foule. Alors, il y a un psychologue américain qui a fait des études sur la portée des discours et il considère que 55% de la force du discours passe par le non-verbal. Ce que je vous dis n'a pas beaucoup de portée. 38% par la voix, malgré le micro. 7% seulement par les mots. À la limite, je pourrais parler de n'importe quoi. On pourrait sortir d'ici dans le même état. L'intellect ne suffit pas. On ne réussit pas un discours simplement parce qu'on a démontré quelque chose. Un orateur est d'abord vu, ensuite entendu et enfin seulement compris. Alors Tocqueville, grand esprit mais très mauvais orateur, disait « Je m'habitue difficilement à parler en public. Je cherche mes mots, j'écourte mes idées. Je vois à côté de moi des gens qui raisonnent mal et qui parlent bien. Cela me met dans une rage continuelle. Il me semble que je suis au-dessus d'eux et quand je veux paraître, je me sens au-dessous. » Goethe, vous n'agirez jamais sur les hommes si votre éloquence ne part pas de votre cœur. Est-ce que cela veut dire qu'un discours réussi est un discours improvisé ? Si improvisé signifie non préparé, la réponse est non. Churchill, dans une formule très élégante, déclare que « mes plus belles improvisations sont celles que j'ai le mieux préparées ». Et Robert Badinter, avec lequel j'ai travaillé, rédigeait complètement ses plaidoiries, mais pour plaider, n'emmenait pas ses notes. C'est un peu dangereux, ça. Hein. Churchill, dans son discours devant la Chambre des communes, « Je n'ai rien à offrir, c'est très connu ça, que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Tout le monde a pensé que ça venait de son cœur. Eh bien, ça vient de Garibaldi, sur lequel il a écrit un ouvrage. Garibaldi avait déclaré, dans des circonstances symétriques, « J'offre faim, soif, marche forcée, bataille et mort. » Le discours, il varie dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, la Chine est connue pour ses leçons d'éloquence. Il y a des tas d'ouvrages sur l'éloquence écrits par des auteurs chinois, bien avant Jésus-Christ. Mais le chinois, donc autant que chez les Grecs, mais le chinois ne parle pas comme un grec. Au discours direct grec, qui traduit un face-à-face, c'est toujours agonistique chez nous, un combat au tribunal, à l'Assemblée, et qui conduit à des décisions rapides, nécessairement rapides, des jugements, des votes. La Chine oppose un discours indirect, parce que les Chinois ne parlaient pas devant une assemblée, ils parlaient à un souverain, qu'il fallait convaincre tout en craignant de l'affronter trop directement. Quelques exemples de proverbes chinois sur le discours. Montrer la poule et critiquer le chien. Peindre les nuages pour évoquer la lune. Faire du bruit à l'est pour vaincre à l'ouest. Ensuite, il varie dans le temps, le discours. Le discours dépend beaucoup de la technique. Le micro a permis à des gens sans voix de s'adresser à des foules dans des meetings. On ne commande pas une slide, un transparent, comme on déclame devant la foule. Aujourd'hui, c'est la grande mode des visioconférences, et vous savez, le mot qui revient le plus souvent, c'est partager l'écran, partager l'image, partager le tableau. Le discours varie aussi en fonction de l'état de la société, de l'état des rapports sociaux. Si on voulait décrire l'évolution, à mon sens, la plus importante qui caractérise le discours moderne, je dirais que
De vertical, il est devenu horizontal. L'orateur n'est plus devant, mais avec. Il est de moins en moins un guide et de plus en plus un compagnon. Un exemple tiré de ma dernière campagne électorale, en Seine-et-Marne. Très grand département, la moitié de l'Île-de-France. J'avais le choix. Ou bien je fais des réunions publiques partout, ce qui est très fatigant, et très souvent les cafés aujourd'hui dans lesquels on fait ces réunions sont vides, ou bien je trouve autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné toute une série de vidéos avec des personnes qui ont marqué le territoire, qui ont fait des choses en Seine-et-Marne. Une sportive de haut niveau, un proviseur de lycée, quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité, un cardiologue qui travaille dans une maison médicale. Et je leur ai demandé de parler de leur métier et des problèmes de leur secteur. Eh bien, ça, c'était incroyable. Oui, mais je n'étais plus qu'un intervieweur, j'étais avec. Je ne parlais pas, je n'avais pas d'argument vers quelqu'un. Je n'avais pas d'argument d'autorité à opposer. Ensuite, il n'y a pas de discours dans l'absolu. L'éloquence, ce n'est pas l'uniformité. Elle dépend, bien sûr, je vous l'ai dit jusqu'à présent, de celui qui parle. Chacun parle à sa façon. Mais elle dépend aussi beaucoup de celui qui écoute. C'est pour ça que je vous ai demandé un peu d'où vous veniez. Montaigne disait de façon très très juste, la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Et le parler sera en particulier différent selon qu'on s'adresse à un public qui est acquis d'avance, devant des militants, par exemple, dans un parti politique, ou selon que l'on cherche à convaincre un public qui n'est pas du tout acquis d'avance. Dans le premier cas, il faut impressionner, il faut motiver, et dans le second, il faut persuader, il faut convaincre. Ce n'est pas la même chose. En définitive, l'éloquence, je pense qu'on peut dire ça, au bout de tout ce que je viens de vous dire, ce sont des techniques au service de formes. Alors un mot sur les formes et un mot sur les techniques. Je vous l'ai déjà dit, l'éloquence n'est pas immuable. De nouvelles formes de discours sont apparues. Tout à l'heure, on a parlé de l'entretien d'embauche. C'est une forme de... Il faut être éloquent pour être embauché. On peut parler aussi du rap, du slam, je ne suis pas un spécialiste. On peut parler des pitchs, on peut parler des visioconférences que j'évoquais. Tous ces discours sont des nouveaux discours et ils ont leurs règles. Les discours évoluent, les formes de discours évoluent et les discours évoluent dans leur forme. En politique, le discours technocratique, à base de taux de croissance, de statistiques de chômage, se substitue de plus en plus au discours lyrique, idéologique. Et devant la justice, les effets de manche cèdent souvent le pas, en particulier devant ce qu'on appelle aujourd'hui des autorités administratives indépendantes qui rendent la justice dans des secteurs techniques particuliers, et ils cèdent le pas devant des discours économiques. Mais même si tout ça change, c'est plus en surface qu'en profondeur. Les grandes formes de discours existent toujours. Et Aristote distinguait, en fonction des types d'auditeurs, 3 types de discours. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il y a le discours politique, il y a le discours judiciaire, et il y a le discours démonstratif. Alors, discours politique. Pour Aristote, il était optimiste. Le discours politique a pour fin le bien. Alors, son temps est nécessairement le futur, puisqu'il doit chercher à agir, changer les choses. Et il doit déterminer de l'action. Il faut motiver les gens. Alors, d'une façon générale, les discours politiques d'aujourd'hui, ils sont, je l'ai dit, techniques, un peu plus concrets. On parle de storytelling, souvent on raconte une histoire. Les idées, souvent les gens n'y croient plus tellement. On leur a tellement dit qu'on allait faire des choses qui ne se sont pas produites. Un exemple, un commissaire européen, donc discours moderne, commissaire européen qui parle de l'égalité des hommes et des femmes. Pas de déclaration lyrique, ça aurait été possible. Qu'est-ce qu'il dit ? On ne peut se satisfaire des avancées obtenues jusqu'ici. Les femmes restent globalement moins bien loties que les hommes. En voici 2 exemples. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se situe autour de 17%. C'est pourquoi j'ai lancé le 3 mars une campagne européenne de sensibilisation à ce problème. Je compte sur votre appui pour progresser dans ce domaine.
Plus fondamentalement, le discours politique est devenu plus inclusif. Je vais vous en donner des exemples. Je crois que c'est ce qui le caractérise le plus. Dans le discours politique, il y a d'une part l'exposé d'idées générales, c'est toujours vrai, c'est depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on expose des idées générales. Mais il y a aussi des formules marquantes. C'est celles qu'on retient. C'est peut-être ce qu'on retient le plus du discours politique. Alors, je vais commencer par les formules marquantes. Il y en a certaines qui vont vous parler. Danton. Alors, c'est devant l'Assemblée législative le 2 septembre 1792. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. L'armée austro-prussienne est aux portes de Paris, mais Danton essaye de stimuler les troupes. Tout le monde ici doit se mobiliser, mais vous remarquerez qu'il ne s'inclut pas dans le groupe auquel il s'adresse. C'est le leader, il est devant, il n'est pas avec. Bonaparte, aux portes du Caire, le 21 juillet 1798, du haut de ces pyramides, ça vous avez dû en entendre parler, 40 siècles d'histoire vous contemplent. Bonaparte dit « vous contemple », pas « nous contemple ». Kennedy, ça commence à changer. Un discours prononcé à Berlin-Ouest, tout le monde avait peur, c'était la guerre froide. Les Allemands n'étaient pas sûrs que les Américains continueraient de les soutenir. « Ich bin ein Berliner », prononcé à Berlin. « Je suis un Berlinois. Je m'incorpore au groupe auquel je m'adresse. Je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. » Martin Luther King, à Washington, le 28 août 1963. « I had a dream. » J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve comme vous pouvez rêver. Ça fait penser à Lincoln, qui avait aussi dit qu'il avait rêvé. Donc, ça éveille des choses chez les personnes qui écoutent. Mais surtout, je rêve comme vous rêvez et je rêve avec vous. On est tous ensemble. Le meilleur, Obama. C'est son premier discours après son élection, le 4 novembre 2008 à Chicago. « Yes, we can ». L'Amérique est en crise, il faut s'en sortir. Le discours d'Obama est complètement inclusif. Nous sommes un groupe, je ne suis pas devant vous, je n'ai rien à vous dire. Je veux simplement qu'on se batte ensemble pour atteindre un résultat. Dans ce discours, Obama utilise 58 fois le mot « nous », 16 fois le mot « notre », 9 fois le mot « nos », il n'utilise que 19 fois le « je », une seule fois le « mon » et une seule fois « mais ». Vous voyez, le discours politique a complètement changé. Ça, c'est pour les formules. Et on retient aussi bien les formules d'aujourd'hui que les formules d'autrefois. Les idées générales. En fait, le discours politique a pris le relais du discours religieux. Les premiers discours politiques, ce sont des discours religieux, ce sont des sermons, les fameux sermons de Bossuet, les plus éloquents. Son dernier grand sermon, l'oraison funèbre du Grand Condé. Bossuet parle. « Venez, peuple, venez maintenant, mais venez plutôt, princes et seigneurs, et vous qui jugez la terre, et vous qui ouvrez aux hommes les portes du ciel, et vous, plus que tous les autres, princes et princesses, nobles et rejetons de tant de rois, lumière de la France, mais aujourd'hui obscurcis et couverts de votre douleur, comme d'un nuage, venez voir le peu qui nous reste d'une si auguste naissance, le Grand Condé, de tant de grandeur et de tant de gloire. C'est une admonestation, faites attention. Vous vivez maintenant votre vie, mais n'oubliez pas que tout se terminera pour nous de la même façon. Bossuet est complètement extérieur à la foule et bien supérieur. Victor Hugo, un discours prononcé à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. La misère, messieurs, vous remarquerez qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque à l'Assemblée nationale. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, je dis au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peut-être sans pain, tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile.
Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Victor Hugo accuse les politiques de n'avoir rien fait. Il est député lui aussi. Il s'exclut du groupe. On est aux antipodes d'Obama. Il avertit, parce que finalement il est très conservateur, le peuple est conduit par la misère aux révolutions et ramené par les révolutions à la misère. Pour finir, Jaurès, le 29 juillet 1914, à Bruxelles, l'avant-veille de son assassinat. Voulez-vous que je vous dise la différence entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise? Oui, Marx est passé par là. C'est que la classe ouvrière hait la guerre collectivement, mais ne la craint pas individuellement, tandis que les capitalistes, collectivement, célèbrent la guerre, mais la craignent individuellement. Jaurès parle à la foule, donne une leçon. Voilà pour le discours politique. Le discours judiciaire. Pour Aristote, le discours judiciaire, bien sûr, s'adresse au juge, et puis il vise soit l'accusation, soit la défense. Nécessairement, il est au passé, puisqu'il porte sur des faits qui ont déjà eu lieu. On juge après coup, du moins dans une démocratie. Alors le discours judiciaire s'est diversifié, il a évolué. Et à côté de l'éloquence traditionnelle, qui est toujours pratiquée, il ne faut pas l'oublier, et dont je vous donnerai un exemple, le discours judiciaire est devenu à la fois technique, monologique. Technique, un exemple. Quand je plaide devant l'autorité de la concurrence, je plaide, par exemple, sur des affaires de prix prédateur. C'est du crime économique. Qu'est-ce que c'est un prix prédateur? Vous êtes une grosse entreprise sur le marché et vous baissez vos prix pour faire disparaître vos concurrents. Vous vendez à perte. Et puis, une fois que vous l'aurez fait disparaître, vous remontez vos prix, beaucoup plus qu'à un niveau supérieur à celui que vous pratiquiez avant. Alors, un prix prédateur, c'est un prix inférieur au coût variable, ou c'est un prix inférieur au coût total à condition de démontrer que vous aviez une intention prédatrice. Vous imaginez un peu comment on plaide ça. On plaide ça avec des tableaux, des courbes de coûts et des courbes de prix. Et on plaide ça devant l'autorité de la concurrence. On commente les tableaux et on essaie de démontrer que le prix est prédateur. Moins monologique, devant certaines juridictions, les plus modernes, par exemple le tribunal de commerce de Paris, le juge a lu le dossier avant que vous ne plaidiez devant lui. Ça change complètement l'ambiance. Il ne vous laisse plus plaider. Il vous interroge sur les 3 ou 4 questions qui posent problème. Vous êtes à égalité avec lui. C'est un dialogue qui s'ouvre et vous avez intérêt à connaître votre dossier. C'est pas parce qu'on plaide comme ça aujourd'hui devant les juridictions les plus modernes ou les plus techniques, les dernières créées, que la plaidoirie classique n'existe plus. Un exemple, une plaidoirie prononcée par maître Henri Leduc, avocat de Véronique Courgeot, jugée pour avoir tué 3 bébés qu'elle venait de mettre au monde. C'est devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire le 18 juin 2009. Un petit extrait. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, maintenant, il faut que vous m'écoutiez. Parce que vous allez, tout à l'heure, prendre une décision grave. Elle est grave pour la justice. Elle est grave, bien sûr, pour Véronique Courgeot. Elle est grave pour ses enfants, pour son mari. Elle est grave, enfin, pour notre société. Vous voyez, l'avocat veut toucher le cœur des jurés. Son discours n'est absolument pas grandiloquent. Il converse avec eux. Il veut s'approcher d'eux. Il veut établir un lien avec eux. C'est eux qui vont décider. Il veut faire basculer le procès. Madame Courgeot, finalement, a été condamnée à 8 ans de prison, ce qui est une petite peine, et elle aura une réduction de peine, et finalement, elle passera un peu moins de 4 années derrière les barreaux. Ce discours-là est toujours tenu aujourd'hui, à côté des autres dont je vous parlais tout à l'heure. Dernier type de discours, le discours démonstratif. Les Grecs disaient épidictique. Pour Aristote, ce discours, traditionnellement, fait l'éloge ou le blâme de quelqu'un. Il y a le pour et le contre. C'est ce que monsieur le recteur faisait tout à l'heure à mon sujet. Il n'a pas parlé du contre parce qu'il est gentil. Donc, on fait le tableau d'une personne. Et finalement, ça peut se décliner dans plein de domaines. Dans un cours à l'université. Là, ce que l'on constate, c'est que l'université aussi a évolué. Dans les facultés de droit, de plus en plus, à côté du cours ex cathedra, du cours unilatéral, du cours où vous écoutez, vous prenez des notes et où le professeur parle, il y a maintenant des séminaires,
des travaux dirigés, il y a des endroits où on discute de plus en plus. C'était impossible de discuter. Quand j'étais professeur à Nanterre, j'avais plus de 1200, 1300 étudiants dans la salle. Bon, on parle et on est content quand c'est terminé. Donc, et on essaie de faire au mieux et personne ne peut vous interrompre. Alors, à côté de ces nouvelles formes de discours démonstratifs, il y a les formes classiques sont toujours là. Les formes classiques, eh bien, puisqu'on est à l'Académie, c'est le discours le plus classique que l'on puisse imaginer. Et je vais vous donner un exemple très récent de notre secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitt, ici présent, le 15 novembre 2021. Il parle d'André Siegfried, professeur à l'époque, professeur à Sciences Po notamment, professeur au Collège de France. Très intéressant ce qu'il dit. Donc à propos d'André Siegfried. Grand géographe. Il ne fut, c'est Jean-Robert Pitt qui parle, il ne fut hélas jamais reconnu vraiment comme un géographe au sein de cette discipline, mais plutôt comme un sociologue et un politiste. Et surtout, il fut jalousé pour ses chairs à Sciences Po et au Collège de France, ainsi peut-être que pour son appartenance à la grande bourgeoisie. Je peux témoigner du fait, Jean-Robert a été étudiant lui aussi, que jamais son nom n'a été cité par l'un de mes professeurs, tout au long de mes études supérieures de géographie entre 1966 et 1971. C'était hier. Et que je l'ai découvert bien plus tard. Et pourtant, il est le seul à avoir défini la géographie de manière aussi large et juste. Écoutez bien, c'est Siegfried qui parle. Il y a une géographie de tout. L'homme de tempérament géographique est celui qui envisage tout sous cet aspect, qui, à propos de tout, fait une carte. De ce fait, il existe d'innombrables géographies, et notamment des couleurs, des odeurs et des sens. Et Jean-Robert Pitt, grand gastronome, aurait pu ajouter, je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait, mais il l'a fait plus loin dans son discours, des cuisines, des vins et des terroirs. La géographie est sans limite. Un discours prononcé il y a très peu de temps. Voilà pour les formes. Qu'en est-il des techniques? Alors les techniques du discours varient selon les formes des discours, bien sûr. L'éloquence n'utilise pas les mêmes techniques selon que le discours est de nature politique, de nature judiciaire, de nature démonstrative. Ou aujourd'hui, selon qu'elle se pratique sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est de l'oral écrit. Dans des vidéos, j'en ai déjà parlé, une vidéo ne doit pas durer plus de 3 minutes pour capter l'attention. Vous n'avez pas le temps de dire grand-chose. Il ne faut pas se tromper. Ou dans un entretien d'embauche, c'est complètement différent, bien sûr. Les techniques du discours varient aussi en fonction des instruments matériels qu'on met à votre disposition, le cadre dans lequel l'orateur prononce son discours. Ce n'est pas la même chose que de le prononcer d'ici que de le prononcer de là-bas, derrière le pupitre. Derrière un pupitre, on est coupé de la salle. On a tendance à le lire de plus en plus. La position est d'autorité. Au contraire, on peut faire... Aujourd'hui, les journalistes parlent sur pratiquement des chaises longues, dans des fauteuils, sur des canapés, face au public, très près du public, à la même hauteur. Cette position proche incite à l'improvisation, à l'interactivité. Le public a envie de poser des questions, d'interrompre. On peut faire un discours en arpentant une scène avec un micro. Ça montre un certain dynamisme. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, dans les entreprises, on s'appuie sur des slides qui viennent à l'appui du discours. Ça change complètement la façon de parler. Le silence peut être une forme de discours. Alors nous, les juristes, le silence, ça peut avoir différentes finalités. D'abord, on peut vouloir faire croire des choses. Les juristes parlent de réticence dolosive. Vous ne dites pas qu'il y a un défaut dans la machine. Vous donnez envie à quelqu'un d'acheter une machine tout en ne parlant pas de ses défauts. Ou bien vous pouvez inviter, par votre silence, vous pouvez inviter celui à qui vous parlez à découvrir par lui-même, donc à adhérer encore plus à ce que vous n'avez pas dit. C'est Jésus, les paraboles. Les techniques du discours évoluent, comme le discours lui-même. De moins en moins de formules pompeuses. On simplifie la phrase. D'ailleurs, aujourd'hui, nos concitoyens ont du mal à suivre un discours un peu trop sophistiqué. Sauf dans certains concours d'éloquence très décalés. Fondamentalement, pour être persuasif, un discours doit obéir à certaines règles qui ont été définies très très tôt,
qui n'ont pas changé. Et il doit s'organiser selon un plan, c'est l'ossature. Il doit s'appuyer sur une argumentation, ce sont les muscles. Un mot sur le plan, un mot sur l'argumentation. Le plan type, il a été inventé par les Romains. C'est le plan type de Cicéron, c'est le premier. Cicéron distinguait 5 temps. L'exorde, c'est l'introduction, le début, la narration. Narration, exorde, c'est ce qu'on qualifierait aujourd'hui de l'introduction. L'argumentation et la réfutation sont les arguments pour et contre. Donc c'est le développement. Et puis la péroraison, la conclusion. Alors cette matrice, vous la retrouvez partout, en tout ou en partie. Parfois les morceaux sont condensés. Ça dépend des domaines. Je vous dirai un mot tout à l'heure des plans des facultés de droit qui sont très différents des plans qu'on pratique dans les facultés de lettres. Alors, d'abord un mot sur les 5 temps de Cicéron. L'exorde, ça sert à quoi? Ça sert à susciter l'attention, ça sert à attirer la bienveillance sur l'orateur. On rend hommage, on remercie ceux qui vous ont invité, par exemple. On souligne l'intérêt du sujet. C'est l'abbé Pierre qui dit « Mes amis, au secours, donnez-moi de l'argent ». À la fin de l'exorde, on indique la thèse que l'on va défendre pour bien ramener le public vers le sujet. Ensuite, la narration. La narration, c'est que les phases du discours ont été théorisées dans l'Antiquité, et surtout par des avocats. Donc, il faut raconter les faits de l'affaire. C'est pour ça qu'au début de votre discours, vous racontez une histoire. Et on le fait de plus en plus aujourd'hui dans les discours politiques. Barack Obama, toujours lui, dans son discours de victoire du 4 novembre 2008, raconte toute l'histoire des États-Unis à travers l'histoire d'une femme centenaire qui a donc connu l'esclavage et l'exclusion des femmes du droit de vote. Et cette façon de parler est convaincante. Elle parle aux personnes. Certaines personnes l'ont vécu, ce que Obama raconte. Le discours est concret, il permet de raisonner par induction. À partir d'une histoire précise, vous pouvez généraliser. Et oui, il y a de la discrimination. Elle l'a vécu. Le temps suivant, l'argumentation. Alors là, il y a des trucs, il est recommandé de commencer par des arguments forts et de ne pas terminer par des arguments faibles. Le faible doit donc se trouver au milieu. Ensuite, il faut toujours qualifier ses arguments. Exemple, je suis favorable au rétablissement du service national obligatoire pour 3 raisons. Une raison politique, une raison économique, une raison sociale. Enfin, il faut toujours accompagner l'auditeur, il ne faut jamais surestimer. J'aborderai d'abord, je traiterai ensuite. Il faut faire des conclusions partielles, voilà ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il faut faire des transitions. Il faut mettre l'auditeur en confiance, le prendre par la main. Ensuite, il y a la réfutation. Il ne suffit pas de dire qu'on a raison, il faut aussi dire que l'autre a tort. Et c'est très important pour les avocats, parce que si vous plaidez avant l'autre, il faut démolir ses arguments avant qu'il commence à plaider. Par exemple, mes contradicteurs vous diront « mais cet argument ne tient pas parce que ». Exemple, les tenants du retour de l'uniforme à l'école pensent que cette mesure efface les inégalités. Comment penser que les inégalités peuvent être de nature seulement vestimentaire? Étape suivante, la péroraison. Elle a un double but, c'est la conclusion. Résumer la thèse, insister une dernière fois sur son bien fondé et achever le discours. Souvent, on ne sait pas comment terminer un discours. Les gens terminent en disant « c'est tout », ou bien ils disent « voilà », ou bien ils disent « merci ». Merci, pourquoi? C'est vous qui avez parlé. Il existe 2 types de péroraison, 2 types de conclusions. Vers le haut, on accélère le rythme. Vive Melun, vive la République, vive la France. On enthousiasme une dernière fois le public. Vers le bas, on baisse le ton, on ralentit. Là, je voudrais vous lire un très beau discours, le plus beau que j'ai trouvé. André Malraux, à l'occasion de la panthéonisation de Jean Moulin, le 19 novembre 1964. Un discours exceptionnel, qui a duré 4 minutes. Je lis. Alors, il faut
la voix de Malraux, il faut voir un peu, et derrière il y a le chant des partisans, il faut voir un peu l'ambiance, il y avait une émotion dans la salle vibrait. Alors, c'était en plein air. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans, que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges, les bois d'Alsace, mêlés aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt, lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les Misérables, de celle de Jaurès, veillés par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe, du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Alors, plus prosaïquement, le plan des facultés de droit. Je vais en dire un mot parce que souvent, il est méconnu et on le confond avec celui des facultés de lettres. Et il est très différent. Chez nous, c'est 2 parties, 2 sous-parties. C'est normal, mais c'est formel, donc on peut aussi en faire 3. Mais généralement, on fait 2 parties, 2 sous-parties, pour une raison de fond. C'est qu'on ne cherche pas à peser le pour et le contre, on cherche à démontrer quelque chose. Donc, 1AB, 2AB. Le moment le plus fort, c'est le B du 1. Pourquoi? Parce qu'on a fait monter l'intention et le public n'est pas encore fatigué. Dans le 2, il est déjà trop fatigué. Donc le 1B est la partie centrale. C'est là qu'il faut mettre ses idées les plus fortes. Ensuite, le ton descend. Et il n'y a pas de conclusion en droit. Pourquoi? Parce qu'à notre concours d'agrégation, l'agrégation des facultés de droit, le jury vous interrompt à l'annonce du grand B de la 2e partie. 3 quarts d'heure, et c'est là que vous devez vous arrêter. Parce que le temps de la parole a un lien avec la forme de la parole. Et donc, les juristes n'arrivent jamais à prononcer de conclusion. Et donc, en France, il n'y a pas de conclusion dans une dissertation juridique. Voilà pour l'ossature. Quid du muscle, l'argumentation. Alors, les façons de persuader, elles remontent à Aristote. C'est le fameux triangle d'Aristote. Aristote distinguait le pathos, l'éthos, le logos. Le pathos, c'est la façon d'exalter son auditoire. C'est une façon de créer de l'émotion. On recourt au pathos quand la logique ne suffit pas. L'éthos, c'est le caractère moral de l'orateur. L'orateur doit être digne de confiance. C'est ce que disait monsieur le recteur tout à l'heure. Il m'a présenté, il est académicien, il a fait ci, il a fait ça. Oh, il représente quelque chose, il y a une expérience. Vous pouvez le croire. On l'a pratiqué. Il est expert du thème. La logique ne suffit pas, il faut être crédible. La réputation de l'orateur est fondamentale. Le logos, c'était l'argument le plus fort, évidemment, pour Aristote. 2 possibilités, soit le raisonnement est déductif, si A est vrai et si B est vrai, l'intersection entre A et B est vraie. Les femmes aiment les oranges, les femmes aiment les fruits, les oranges sont des fruits. Il peut être inductif, Pedro aime la comédie, ce film est une comédie, Pedro aimera ce film. Le raisonnement inductif, c'est un raisonnement tourné vers le futur, c'est un raisonnement d'attente. Je vous l'ai dit, Aristote préférait le logos, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de discours qui font appel au pathos. Tous les discours populistes cherchent davantage à émouvoir qu'à démontrer. Les fake news sur Internet, c'est du pathos. Alors, ces 3 façons de faire se déclinent en toute une série de stratagèmes.
Schopenhauer a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Et il décrivait 38 stratagèmes. Alors je ne vais pas vous infliger 38 stratagèmes, j'en ai sélectionné une dizaine. 1. Répondre en opposant le particulier au général. Il y a une idée générale. Parfois, il vaut mieux l'attaquer par le bas, par le détail. Un exemple, Albert Camus, en 1957, lors de la remise du prix Nobel de littérature. Je cite, « J'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple. » Là, ça commence à devenir du particulier. Dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, idée générale, mais je défendrai ma mère avant la justice. Deuxième stratagème, répondre en opposant, faisant l'inverse, le général au particulier. Exemple, à Pierre Rosanvallon, qui l'interroge sur son projet pour les plus démunis en amont de la campagne électorale, François Hollande répond en 2012. Nous ne sommes pas là uniquement pour aller chercher les oubliés. Cela ne fait pas une majorité, les oubliés. La mission des socialistes, c'est d'emmener tout le monde vers le progrès de l'égalité. 3. Il faut aller au bout de la logique de son contradicteur pour montrer qu'il a tort. Un débat entre Peter Singer, qui est professeur à Princeton, et Michael Sandel, qui est professeur à Harvard. Singer. Je suis un utilitariste. Pour moi, une action est bonne si ses conséquences augmentent le plaisir du plus grand nombre ou réduisent la souffrance de ceux qui en sont affectés. Michael Sandel. Voici une objection que je vous soumets, Peter. Vous qui êtes un défenseur de la cause animale, c'est celle des combats de chiens. Supposons qu'au sein d'une communauté, ces combats soient très populaires, qu'ils procurent un intense plaisir aux spectateurs. Si vous mettez en balance la quantité de plaisir procurée au grand nombre de spectateurs et la peine ressentie par le petit nombre de chiens, vous n'aurez aucune raison de vous opposer à ces combats. Vous le mettez en contradiction avec lui-même. 4. Recourir à un vocabulaire péjoratif pour qualifier l'adversaire ou la position de l'adversaire. Exemple, votre interlocuteur n'est pas économe mais avare. Il n'est pas ferme mais intolérant. Il n'est pas courageux mais téméraire. Il n'est pas sympathique mais démagogique. Il n'est pas prudent mais frileux. Il n'est pas intelligent mais intello. Il n'est pas convaincu mais sectaire, etc. etc. Je ne sais pas où j'en suis. 6. Recourir à des images. Timothy Morton. Timothy Morton, c'est un écologiste britannique très connu. Bien entendu, quand vous allez aux toilettes et que vous tirez la chasse d'eau, vous vous figurez par commodité que vos déjections s'en vont dans une espèce de petit lieu magique baptisé ailleurs. En réalité, vous savez que cet ailleurs n'existe pas, que vos excréments seront acheminés dans une usine de retraitement ou bien tout simplement seront déversés dans l'océan. 7. Employer des arguments d'autorité. Vous citez Kant, Nietzsche, vous citez des statistiques. Parfois d'ailleurs, les hommes politiques citent des statistiques qui n'ont jamais existé, des rapports de l'INSEE, etc. 8 ou 7. Dévier le cours de la conversation. Ne pas répondre à la question. C'est la meilleure façon de répondre à un journaliste. Vous dites de toute façon ce que vous vouliez dire, quelle que soit la question qui vous a posée. 8. Opposer ses antécédents à votre contradicteur. Évoquer des points qu'il a admis précédemment par le passé et qui disent le contraire de ce qu'il est en train de vous dire. 9. Revendiquer vos points faibles. La tirade de Cyrano, il n'a pas dit qu'il n'avait pas un grand nez, et il s'en est servi de son grand nez pour créer une émotion. Marteler 10. Marteler des arguments. Je suis convaincu qu'il faut, ou qu'il ne faut pas, reconstruire à l'identique la flèche de Notre-Dame. Voilà. Alors, comme vous le savez, dans un exposé de juriste, il n'y a pas de conclusion. Ma conclusion, ce sera simplement la suivante. Vous avez tous suivi le plan de cet exposé. 2 parties, 2 sous-parties. Les formes de l'éloquence, le discours politique, le discours judiciaire, le discours épidictique, les techniques de l'éloquence, le plan type de Cicéron, le plan des facultés de droit, l'argumentation, le triangle d'Aristote, les stratagèmes de Schopenhauer. Merci.
Bon, pendant que la première question se prépare, je vais en poser une. À savoir, est-ce que aujourd'hui la multiplication du télévisuel et de la communication ne pollue pas la conception du discours? Parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas obligé de surenchérir sur les fake news, sur l'émotion pour capter l'attention d'un public qui n'est plus disposé, disponible pour écouter plus? Oui, ce qu'on peut dire, évidemment, hein, on pourrait penser que l'évolution, s'il y aurait qu'il y a un progrès dans l'évolution, qu'on va des choses émotionnelles vers des choses de plus en plus intellectuelles, mais c'est absolument pas ce qui se passe. Le discours intellectuel souvent est en perte de vitesse. Oui, pendant la pandémie, tous les discours sur la science, on croyait plus du tout dans la science. Moi j'y crois, moi, à la science. Et pourtant, c'est des arguments complètement surréalistes qui souvent ont été proposés. Il y a des universitaires qui ont dit qu'il faudrait nommer un vrai conseil scientifique avec de vrais moyens pour essayer de dire mais ne racontez pas de conneries, arrêtez de raconter n'importe quoi. On est dans un monde évolué. Ce que vous dites n'a jamais existé. C'est du mensonge pur. Donc, il y a une recrudescence du discours émotionnel. Et je pense que les nouveaux moyens de communication, il y a un lien entre les nouveaux moyens de communication parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On remet en cause le travail sérieux qui est effectué par des professeurs dans des cabinets de travail et on donne la parole souvent à n'importe qui. Vous savez, Internet, c'est là aussi la porte ouverte. On est tous des spécialistes de tout. Vous avez quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans sur un sujet qui est mis au même niveau que celui qui vient de le découvrir et qui a une opinion qui pense qu'il a la même valeur que la vôtre. Mais on est dans une société complètement éclatée et on fait peut-être plus confiance. Regardez Tocqueville, on fait peut-être plus confiance à celui qui dit le mieux sa connerie qu'à celui qui exprime le résultat d'un travail qui a pris des années. Et c'est à décourager les scientifiques. Vous voyez ? Et à la limite, il y a un autre phénomène que j'ai remarqué, comme ça vous avez un peu plus de temps pour préparer. Il y a un phénomène qui se répand dans notre société, c'est il y a des gens qui refusent de parler. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas d'accord avec lui, donc je ne viendrai pas débattre avec lui ». Ça, c'est le début de la fin de la démocratie. Parce qu'il y a une sorte d'identification de l'opinion à la personne. À la limite, et c'est déjà arrivé, les avocats de Louis XVI, on les a guillotinés. On identifie l'opinion que vous avez à votre personne, et si on n'est pas d'accord avec vous, ben finalement, il faut vous couper la tête. Ou bien, si on n'est pas d'accord avec vous, on ne vient pas parler avec vous. Ça aussi, c'est un phénomène, mais c'est très, très dangereux ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Pour moi, je découvre des choses. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de préparer, là? Parce qu'on ne va pas passer des heures ici à vous attendre. Alors, on y va. Oui, Bonjour, Monsieur Vogel. Tout d'abord, merci pour votre conférence, qui était très riche et très intéressante. Donc vous voyez, ça, c'est le discours. C'est le premier temps du discours. C'est bien, on devient copains. Et moi, je suis content, normalement. Vous avez terminé par énoncer les stratagèmes de Schopenhauer. Et je me demandais, est-ce qu'on peut distinguer, de manière du coup très distincte et délimitée, la différence entre les procédés de persuasion et les procédés de manipulation? Parce que les procédés de persuasion et de manipulation, parce que certains stratagèmes de Schopenhauer peuvent être perçus comme très malhonnêtes. Bien sûr. Oui. C'est vrai, c'est toute l'histoire de l'éloquence. On est toujours à la limite. Parce que vous voulez tellement convaincre que vous finissez par tout est bon pour convaincre. Et vous n'hésitez même pas à mentir pour convaincre. Mais ça ne veut pas dire que l'orateur est nécessairement quelqu'un de malhonnête. Si vous croyez à des idées que vous estimez être les meilleures, tous les moyens sont bons pour convaincre votre adversaire, pour convaincre le juge. Si vous croyez que votre dossier, il mérite d'être défendu. Et puis on est pris dans un mouvement. Je repasse à l'avocat. Un avocat ne défend pas simplement les dossiers, par exemple, avec lesquels il est d'accord. Il défend tous les dossiers qu'on lui donne. C'est aussi une grande règle de la démocratie, ça.
Donc, vous n'êtes jamais sûr que votre client n'a rien fait. C'est un domaine que je ne connais pas du tout, ça, le domaine du droit pénal, mais vous n'êtes pas sûr que le prix est un prix prédateur. Mais vous faites le maximum pour démontrer si votre client est celui qui est poursuivi pour prix prédateur, vous faites le maximum pour le sauver. C'est une autre logique. Et c'est vrai que, à la limite de cela, des arguments qui ne sont plus des arguments de persuasion, mais des arguments de manipulation peuvent intervenir. Regardez les mock juries. J'en ai parlé, je crois, des mock juries. J'en ai parlé ou je n'en ai pas parlé? Vous savez, ça se pratique aux États-Unis. Alors, c'est l'exemple même. C'est très courant. Aux États-Unis, il y a beaucoup de jurys. Dans pratiquement tous les tribunaux fédéraux, vous avez des jurys. Donc, ce n'est pas le juge qui décide, c'est le jury qu'il faut convaincre. Eh bien, les avocats américains, il y a des sociétés spécialisées dans les jurys factices. Elles vous composent un jury qui reproduit la même structuration sociale que le jury devant lequel vous aurez vraiment à plaider. Et les avocats plaident jusqu'au moment où le jury vote pour eux. Et après, ils feront une plaidoirie qui sera vraiment du sur-mesure par rapport au jury qu'ils auront affronté. Donc pour le client, c'est très bien. Enfin, ils font le maximum pour le client. Mais vous voyez que là, on est tombé dans la manipulation pure et simple. Donc ils plaident des semaines et des semaines, jusqu'à ce que la plaidoirie emporte le suffrage du plus grand nombre de membres du jury. Est-ce que c'est normal, ça? Je ne pense pas. Vous voyez, et pourtant, aux États-Unis, c'est couramment pratiqué. Voilà. Et donc, c'est critiquable. D'un autre côté, je suis avocat, je ne me pose pas de questions, je fais le maximum pour sauver celui que j'ai à sauver ou pour convaincre le jury dans des circonstances déterminées. Vous savez, c'est compliqué, c'est des logiques différentes qui s'affrontent. On est coupé en deux. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Moi, j'ai dans mon cabinet des gens, un des meilleurs jeunes que j'avais embauché pour être avocat, il a dit « je ne peux plus le faire ». Il voulait ne défendre que des choses qu'il partageait, enfin qu'il estimait dignes d'être défendues. Il a démissionné du barreau, il a passé le concours de l'école de la magistrature, il est devenu magistrat. Il y a toujours une solution dans la vie. Hein. Voilà. D'autres questions? Et pas trop difficiles. Alors, le micro s'est perdu au fond, là. Oui. Oui, bonjour, j'avais une autre question. Bonjour. Du coup. Est-ce que vous pensez que le discours politique est le format le plus adéquat pour convaincre ou persuader une population jeune aujourd'hui? Alors lui, il ne m'a pas remercié, il ne m'a pas félicité. Oui, il a sauté l'intro, là. Je vous remercie également. Je suis sur mes gardes. Est-ce que le discours politique, je crois que le discours politique a beaucoup de mal à être entendu aujourd'hui par les jeunes ou les moins jeunes. Moi, en tant qu'homme politique, je me rends bien compte que ça fait tellement longtemps qu'on a promis des choses qu'on n'a pas faites. Je ne partage pas du tout, je ne me sens pas être parmi ceux qui ont promis des choses qu'ils n'ont pas faites, parce que je suis en politique depuis, je suis un politique tardif. Moi, je suis là en politique depuis 7 ans, hein, c'est très rare. Donc c'est un monde que je découvre aussi au fur et à mesure, mais très souvent, on dit qu'on fera, mais on ne fait jamais, parce que c'est toujours plus facile de dire que de faire. Et souvent, vous savez, le recrutement des politiques, il est un peu bizarre, parce que Sarkozy avait dit un jour, ce qui est difficile, c'est de prendre le pouvoir, après on gère. Ben non, ce qui est plus difficile encore, et ce n'est pas les mêmes règles qui jouent, c'est de faire les choses une fois qu'on est au pouvoir. C'est beaucoup plus compliqué. Et très souvent, et je pense qu'il y a une sorte de décrédibilisation des femmes et des hommes politiques. Les gens n'y croient plus, il n'y a rien ne change. Souvent le discours politique est creux, on prend les gens pour des idiots. C'est pas un discours de vérité. Par exemple, d'ailleurs ça se voit tout de suite à la télévision, un des critères, c'est la sincérité de l'orateur. On voit tout de suite quand il commence à mentir. Et donc il y a une sorte de désaffection pour la politique, ce qui est très grave dans une démocratie, hein, avec des taux de participation très faibles. Peut-être aussi qu'on n'a pas trouvé les nouvelles formes du discours politique. On ne le pratique pas assez, on est encore trop dans l'ancien système. Vous savez, les meetings, on
on crie, on essaie de motiver les troupes. Je crois que c'est plus ce que veulent les gens aujourd'hui, les jeunes en particulier. Ils veulent qu'on leur dise qu'on est vraiment là pour quelque chose et qu'on croit à quelque chose. Moi, si je fais de la politique, c'est vraiment ça. J'ai jamais pensé que c'était pour occuper un poste mais vous savez aussi, ce qu'on constate, c'est que dans les démocraties modernes, la politique, pour beaucoup, c'est devenu une profession. Et on est très très loin des Grecs, là, pour le coup. C'est devenu une profession, et quand c'est votre profession, vous avez besoin d'être élu à tout prix. Vous avez besoin d'être élu, puisque c'est votre gagne-pain. Et vous n'êtes pas prêt à prendre le risque de dire quelque chose qui déplaît. Et vous oubliez finalement que vous allez être là pour faire quelque chose. Vous finissez par penser que vous êtes là pour prendre le pouvoir et que c'est une pensée permanente pour vous. Comme disait l'autre, vous vous levez le matin en vous rasant, vous pensez devenir président de la République. Le problème, c'est pas de devenir président de la République, le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez président de la République? Est-ce que vous y réfléchissez de temps en temps? Et après, le pouvoir vous entraîne dans un mouvement perpétuel. Vous n'avez plus le temps de réfléchir. Si vous n'avez pas des idées avant de prendre le pouvoir, vous ne ferez rien parce que vous n'aurez pas d'idées pendant que vous êtes au pouvoir. Imaginez un Premier ministre en France. Il est obligé de parer à l'urgence du matin, 7 heures, et il s'est levé bien avant parce qu'il y a toutes les notes à lire, jusqu'au soir, 22 heures. Vous croyez que vous pouvez encore faire quelque chose? Vous êtes obligé de remplir les trous de votre agenda. Et vous êtes toujours en retard d'un rendez-vous ou d'une réunion. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement général de nos démocraties. Il faut changer les règles du jeu. Alors ne me demandez pas, hein, c'est pour une autre prochaine séance. Si vous me réinvitez, je vous dirai ce qu'il faut changer. Mais il y a des choses à faire pour redonner confiance. Et de toute façon, on n'a pas d'autre système. Si vous voulez que ça change, et il faut bien... Alors, on a parlé de démocratie participative, beaucoup dans les débats. Ça ira mieux si tout le monde peut parler. C'est un vrai traquenard, cette chose-là. Nous, on a mis en place, mais il y a beaucoup de programmes officiels qui sont, où on trouve des conseils citoyens, des choses comme ça. Je ne pense pas du tout que ça soit la bonne direction. Il y a des gens qui ont la profession et d'être conseil citoyen. C'est toujours les mêmes qu'on trouve, c'est toujours les mêmes qui parlent. C'est la minorité, ce n'est pas la majorité, c'est la négation de la démocratie. Donc il faut faire attention à tout ça. Je pense qu'il faut faire évoluer les choses, mais il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Et je pense que ça va changer, parce que les gens en ont un peu marre. Oui. Des bonjours et déjà nous vous remercions pour ce discours. Voilà. Très bien, c'est un bon début, vous êtes tout à fait conforme à l'intervention. Et aussi, j'avais pas très bien compris pourquoi les juristes ne faisaient pas de conclusion. Et donc, voilà. Sûrement pour plein de raisons, parce que nous, ce qu'on se dit, on est des gens pratiques. Le juriste, à un moment, on s'arrête de réfléchir. Il faut agir, il faut gagner le procès. On n'est pas en train de... voilà, nous sommes des artisans. Le droit, c'est un art. Donc, il faut être pratique. Et on se dit que s'il y a encore des choses intéressantes à dire au moment de la conclusion, c'est qu'on a raté quelque chose dans le développement. D'accord? Et puis ça, on l'a mis en forme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les épreuves reines chez nous, c'est quand même le concours d'agrégation. Et l'épreuve reine... bien, vous n'êtes jamais amené à prononcer une conclusion, parce que si vous n'avez pas convaincu votre jury avant, c'est que vous n'êtes pas bon. Et donc, c'est perdu. Et le jury peut gagner un quart d'heure, le dernier quart d'heure, puisque vous vous arrêtez au bout de 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 candidats, vous avez donc une leçon en plus que vous pouvez écouter. Et c'est notre leçon mère, c'est la leçon en 24 heures. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour préparer un sujet avec tous vos copains. Nous, on joue collectif. Ça veut dire aussi que ce qui compte, ce n'est pas tellement le fond, c'est de savoir gérer une équipe. Bien sûr, vous rédigez des morceaux vous-même, mais si vos copains rédigent à tort et à travers, donc on reste enfermé pendant 24 heures. Tous vos copains, vous avez intérêt à faire confiance à vos copains. C'est l'équipe d'agrégation, ils rédigent avec vous, et après vous passez à l'oral devant un jury qui ne connaît pas nécessairement grand-chose du sujet que vous traitez, donc toutes les règles dont j'ai parlé, il faut les appliquer. Et ce jury vous interrompt au bout de 3 quarts d'heure
Et au bout de 3 quarts d'heure, il faut que vous soyez arrivé. C'est très formel, hein. Les autres, pour un Américain, les Français sont fous. Il faut que vous soyez arrivé à l'introduction de votre seconde sous-partie, seconde partie. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? De toute façon, ça va changer aussi, ça, parce qu'on est dans une société de plus en plus informelle, où les structures comptent moins. Regardez, les cartables ont été remplacés par des sacs à dos. On voit bien, les leçons d'agrégation, je ne sais pas si elles vont résister à la tourmente. Donc, ça va évoluer. Mais il y a des avantages à faire comme ça, parce que c'est un sacré exercice de discipline. Vous disciplinez votre pensée. Alors moi, j'ai fait ma thèse aux États-Unis, et c'est l'inverse. Vous pouvez faire autant de parties que vous voulez. Et en fait, on ne récompensera pas du tout celui qui est le plus structuré, normalement, mais celui qui a le plus d'idées. Qu'elles arrivent dans le désordre, peu importe. Avantage, inconvénient. Avantage, c'est la libre pensée, vous allez le plus loin possible, tous les débats vont débat jusqu'au bout. Inconvénient, ça part un peu dans tous les sens, et souvent on confond le faiseur, qui a des idées complètement creuses, avec celui qui a vraiment des idées. Vous savez, c'est la prime à la solution la plus originale. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait chez nous. Je pense qu'il faut mélanger un peu les deux. Chez nous, c'est trop rigide, c'est trop strict, on sacrifie souvent le fond à la forme. Si vous avez un excellent fond dans une mauvaise forme, vous ne passerez pas l'agrégation de droit privé. Donc c'est un peu dommage. Il y a des gens très forts qui échouent chez nous parce qu'ils n'ont pas appliqué les règles ou ne savent pas les appliquer. Aux États-Unis, ils réussiraient. Donc c'est très amusant parce que ce ne sont pas les mêmes qui deviennent professeurs aux États-Unis et professeurs, disons, de droit en France et aux États-Unis. Ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas les mêmes talents. Mais là-bas, il y a d'autres inconvénients. Par exemple, moi quand j'étais aux États-Unis, j'impressionnais tout le monde parce que j'étais le seul à avoir des présentations très claires. Et il y a une force de persuasion, une force de conviction. C'était un bulldozer, mon truc. Et je ne faisais qu'appliquer les règles de base de ce qu'on m'avait appris. Hein. Ah, c'est le meilleur. Louis Vogel, le meilleur, de loin. Parce que la forme est puissante. Vous avez un gars qui a plein d'idées, qui part dans tous les sens, il a 10 idées la minute, vous développez 3-4 idées, mais elles sont développées à fond, je peux vous dire que rien ne résiste à ça. Hein. C'est la division blindée contre les fantassins. Hein. Donc il ne faut pas oublier nos bonnes manières. Vous voyez, il ne faut pas jeter tout ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça fait des siècles qu'on a élaboré tout ce que je viens de vous dire, et bien ça veut dire que ça a une utilité. Aristote n'était pas plus con que Michael Sandel. Hein. À mon avis, c'est plus intelligent. Voilà. Ouais. Je vois pas le... Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour ce moment d'apprentissage. Je les ai formés. Hein. Pendant que vous parliez, je n'ai pas pu m'empêcher de penser en fait à l'éloquence, qui est un art, mais un peu aussi comme un danger. Je pense à des gens, par exemple, comme Hitler. Hitler, il était très éloquent et ça a conduit à la perte de l'Allemagne et à l'une des plus grosses guerres du monde. Donc, est-ce que, moi, je voulais savoir ce que vous pensiez en fait de l'éloquence comme un danger, peut-être aussi. Ah oui, bien sûr. L'éloquence est dangereuse. C'est ce que Platon déjà le disait. L'éloquence est... Vous pouvez convaincre... Si vous êtes éloquent, vous pouvez convaincre... Heureusement, la peine de mort a été supprimée chez nous, mais si vous êtes éloquent, vous pouvez convaincre un jury de condamner à mort quelqu'un. Enfin, vous imaginez un peu? Pour ça, il vaut mieux le voir dans l'autre sens. Hein. Mais l'éloquence a une puissance incroyable. Et vous avez raison de citer Hitler. Hitler, vous vous souvenez, ses gesticulations avec ses micros, la foule était hors de contrôle. Un bon orateur fait que vous devenez fou. Mais ça, ce n'est pas l'éloquence au sens où les personnes civilisées dans notre civilisation l'entendent. Moi, j'essaye de vous dire, de faire passer la vérité à laquelle je crois, sans jouer sur votre émotion. Hitler jouait sur l'émotion, les salles étaient folles. Donc c'est vrai que c'est un diable qu'il faut parfois laisser dans sa boîte. Hein. Mais aujourd'hui, on a des discours, les discours populistes, c'est exactement la même chose. Hein. Ces gens ne raisonnent plus. On croit que les choses sont vraies,
dont n'importe quelle personne sensée devrait penser qu'elles sont fausses. On arrive à prendre des vessies pour des lanternes. Alors, c'est comme toutes les choses humaines, vous savez, c'est pas parce qu'on a ce danger dont il faut qu'on se préserve que il faut se mettre à se taire. Hein. On va peut-être tous devenir des trappistes. Ça a du sens de parler quand même. Moi, je vais vous dire, j'avais horreur des cours magistraux. J'ai passé beaucoup de temps devant des amphithéâtres bondés, etc. Mais j'ai adoré, tiens, je vais raconter ça, j'ai adoré discuter avec mes étudiants. C'était un vrai bonheur. Et le moment je vais vous dire quelque chose que je pense profondément. Le moment dans ma carrière où j'étais le plus heureux, c'était quand j'étais professeur au Collège d'Europe. Alors je vais vous dire en 2 mots, le Collège d'Europe, c'est un collège qui se trouve à Bruges, c'est une université qui a été créée par la région Flandre. Et c'est un collège qui accueille des étudiants de tous les pays d'Europe, et d'ailleurs aussi, et des professeurs de tous les pays d'Europe. Il y a 2 langues de travail, le français et l'anglais. Heureusement, le français est encore vivace, parce que ce qui est très intéressant, il faut que vous sachiez, en tant que jeunes Européens, c'est que le français est toujours la langue de travail de la Cour de justice européenne. Les arrêts, les plus grandes décisions, les plus importantes décisions européennes sont rédigées en langue française. Ils sont seulement traduites en anglais dans un 2e temps. Donc il y a des professeurs qui parlent français et des professeurs qui parlent anglais. Et j'étais devant un public d'étudiants, des Italiens, des Espagnols, et je comparais ça avec moi j'étais dans une grande université américaine pour les juristes, Yale, où il y a les meilleurs juristes des États-Unis. Et où était l'endroit le meilleur? C'était à Bruges. Pourquoi? Aux États-Unis, c'est la méthode socratique, tout le monde part, il y a plein d'idées, c'est le jaillissement permanent, il n'y a pas du tout de cours imposés, tout le monde doit amener le meilleur. Et donc il y a une stimulation incroyable. C'est l'inverse de ce qu'on voit parfois dans les classes chez nous. Quand vous posez une question, personne ne lève le doigt. Là-bas, il y a 40 doigts qui se lèvent et ils se poussent tous pour répondre au professeur qui est très content parce que alors là, on est porté par nos étudiants. C'est assez truqué d'ailleurs parce que j'ai comparé les cours de professeurs d'une année sur l'autre, c'est la même chose. Donc cette soi-disant simultanéité est très trompeuse. La spontanéité, c'est aussi un truc. Hein. Bon. Et à Bruges, c'était beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les cultures des différents étudiants étaient complètement différentes. Et c'était drôlement intéressant de parler du même sujet avec des gens venant de cultures si différentes. Les débats étaient beaucoup plus riches naturellement. Et là, je me suis dit que, tiens, nous, Européens, dont on dit toujours qu'on est en déclin, que bon, les Américains ont eu notre peau, mais maintenant c'est les Chinois, donc on est déjà en retard d'un gagnant, donc on va encore perdre plus. Ben non, pas du tout. C'était fantastique. Et les idées qui étaient échangées au Collège de Bruges étaient bien plus importantes et plus intéressantes que les idées de la meilleure école de droit américaine. Vous voyez, donc il y a quelque chose à faire. Hein. Et c'est dans le débat, c'était une révélation pour moi. Et c'est la discussion qui permettait de comparer tout ça. À l'écrit, je n'aurais pas pu le faire, puisque c'est unilatéral. Et là, cette foule d'étudiants, c'est l'Europe qui parlait, et l'Europe avait des idées. C'est fantastique, ça. Et c'était le meilleur moment de ma carrière. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre conférence, c'était vraiment passionnant, merci beaucoup. Et donc je me demandais, ma question rejoint un petit peu la précédente, à vrai dire, sur les dangers de l'éloquence. Et donc ma question concerne l'école. L'accent mis sur cette discipline et l'enseignement de l'éloquence, est-ce que ce ne serait pas quelque part un danger en formant de futurs peut-être dictateurs ou ce genre de choses? On va former des dictateurs, surtout à Sciences Po, c'est la carrière politique. Je pense qu'il peut y avoir des dangers, c'est évident. Vous savez que dans certains États américains, les oraux sont interdits, ils sont anticonstitutionnels. Il faut savoir ça. Pourquoi? Parce que
à l'oral, on se met... les Américains, c'est des gens très sérieux. Les Pilgrim Fathers, c'est pas des rigolos. Donc on se dit qu'il y a tellement d'influence de facteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne compte tellement, la façon dont vous êtes habillé. Tiens, un jour, je suis tombé sur les notes d'un membre du jury d'agrégation de droit privé. Il avait noté la façon de... L'agrégation de droit privé dure 6 mois, des épreuves continuelles. Il avait noté chaque fois la façon dont le gars était habillé, quel type de cravate il avait, quel type de costume il avait. Voilà. Donc évidemment, on est influencé par un tas de choses qui n'ont rien à voir avec ceux qui devraient compter. Donc c'est évident que ça a un côté... et puis ça développe des défauts naturels. Nous, Français, on est déjà assez dans la forme. Il ne faut pas trop... Vous savez, quand j'étais à Sciences Po, j'ai frappé que... Souvent, les exposés sont complètement vides, mais la forme y est. Donc, vous n'avez pas intérêt à avoir un exposé complètement vide quand vous défendez votre client comme avocat, parce que c'est un peu différent. Mais bien sûr qu'il y a un risque d'être complètement dans la forme. C'est les sophistes. On ne va pas réinventer tout ce qui a été écrit. Mais d'un autre côté, regardez le Collège d'Europe. Il y a aussi moyen de créer un débat et de monter un niveau de débat qu'on ne peut atteindre que par l'oral. Donc il y a du pour et du contre. C'est sûr que, vous savez, chez nous, dans les concours administratifs, il y a beaucoup d'épreuves orales et il y a une épreuve de culture générale. C'est très trompeur. La culture générale ne s'enseigne pas. La vraie culture générale, c'est justement c'est des choses qui sont propres à la personne, qui a réfléchi sur des choses, mais c'est absolument pas ça qui se passe. Donc, le formalisme aboutit à se tromper sur des recrutements, je le pense. Et il y a des gens très bien, très forts, très intelligents, qui ont plein d'idées, qui n'arrivent pas à passer à travers les mailles du filet. Pour les concours que moi j'ai subis, j'ai vu des gars vraiment forts en droit, mais qui n'ont jamais passé le concours d'agrégation de droit privé. Parce qu'il y a une autonomie de la façon de faire. Et qui auraient réussi ce concours dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, oui, où il n'y a pas toutes ces règles. Un système de recrutement favorise un type de recruté, par définition. Alors je reviens à mes amis américains. Donc dans certains États, il est inconstitutionnel de passer un oral parce que vous êtes trop, le jury est trop influencé par des choses qui ne devraient pas influencer un jury. Alors quand... quelqu'un passe une épreuve écrite et que le correcteur n'arrive pas à lire l'écriture, il faut bien trouver un système. Alors, c'est un exemple canadien, ça. Vous repassez un oral, mais vous ne vous montrez pas au jury, vous le passez en vous cachant derrière un journal. Vous voyez ? Non, mais il y a des tas de... voilà. Comme ça, il n'y a pas d'influence. Il y aura quand même l'influence de la voix. Et vous savez, je disais que les choses avaient beaucoup évolué, j'en ai beaucoup parlé. Et aussi sous l'influence de la technique, mais elle reste quand même fondamentalement immuable, parce qu'une belle voix bien posée, même avec le micro, il y a une différence par rapport à une mauvaise voix mal posée, même avec le micro. Et il y a des gens qui arrivent à enflammer une salle, moi je le vois, je découvre les meetings politiques, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à enflammer une salle, et d'autres qui sont complètement... Des femmes ou des hommes politiques qui sont complètement incapables de stimuler quoi que ce soit, de créer un mouvement, de ne créer aucune émotion. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je crois que c'est un... Je vous disais en commençant, ça dure encore combien de temps les questions là ? On est dans les temps là ? Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est l'orateur qui a perdu le fil. Oui. Bon, je voulais vous dire quelque chose, mais je vous le dirai la prochaine fois. Ouais. Du coup, bonjour et merci pour votre conférence. Ma question, elle serait plutôt posée sur l'utilité de l'éloquence. Parce que dans un monde où nous sommes à la recherche du progrès, de la connaissance, et sachant que l'humain écoutera toujours celui qui parle bien, l'orateur, plutôt que celui qui sait, l'éloquence ne serait-elle pas un poison pour la connaissance ? Oui. C'est un poison et un antidote, c'est les deux. Non, mais je sens que vous êtes très sensible au fait que... vous êtes des platoniciens, vous êtes très sensible au fait que, grâce à des techniques, on puisse tromper quelqu'un.
très sensible à ça. Et c'est vrai que c'est très dangereux et c'est un poison pour la démocratie, comme votre camarade tout à l'heure l'évoquait à propos d'Hitler, c'est sûr. Et puis on le voit dans notre société française quotidienne. Il y a des gens éloquents qui peuvent permettre de faire marche arrière à la science, alors que c'est la science qui devrait nous guider. Donc tout ça est tout à fait vrai. Mais je vais me réfugier dans la forme. Vous voyez, si vous comparez par exemple un exposé, d'abord quand vous voyez des professeurs allemands de droit qui font des exposés, je peux vous dire que c'est très chiant, hein, parce qu'on ne leur a jamais appris à parler devant un public. Ils ne connaissent pas les règles, ils ne les appliquent pas. Protestants, on dit ce qu'on pense, voilà, bon, surtout pas de forme, on n'emballe pas de belles formules comme Jean Robert sait les pratiquer, etc. C'est très sec. Et c'est 40 parties. Enfin, il n'y a pas de limitation, et ce n'est pas 2 parties, 2 sous-parties, enfin, on n'est pas du tout dans ce système-là. Et les conclusions sont très longues. Et c'est vraiment chiant. Donc vous voyez, si vous voulez faire bouger les choses, il faut aussi que ça soit pas chiant, quoi. Et vous voyez le professeur français auquel les Allemands reprochent alors d'être superficiel, complètement dans la forme, ne sachant rien au fond, arrivant avec très peu d'idées à nourrir un exposé qui dure aussi longtemps que le leur, alors qu'ils ont travaillé des années sur le même sujet et qui vous assènent tout ce qu'ils ont découvert. Donc vous voyez, comment faire pour qu'une société humaine progresse? Je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. On peut mettre des limites. Hein. Si vous ne supportez pas de défendre des causes que vous ne partagez pas, vous pouvez démissionner du barreau. Voilà. Et vous pouvez trouver un poste de magistrat. Donc si vous pensez que c'est plus important de défendre quelqu'un en soi, indépendamment de ce qu'on peut penser, et c'est une société humaine qu'on est en train de construire, ce sont nos frères, eh bien, vous le défendez, quoi qu'il arrive. Vous défendez Louis XVI. Et on vous coupe la tête après. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, il ne faut pas aller trop loin en rien. Ben, c'est Aristote qui avait raison. Il faut rester au milieu. On a besoin de l'éloquence, je pense. Et les Allemands ont tort de ne pas la pratiquer du tout, parce qu'avec plus de travail, ils ont moins de résultats. Avec un raisonnement même utilitariste, on peut arriver à dire quelque chose là-dessus. Mais est-ce que l'éloquence doit peser trop? Si l'éloquence pèse trop lourd, pour prendre un exemple très français, on ne recrutera pas les bons. Et on dira beaucoup de conneries. Vous avez raison. Donc, immedios stat virtus. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais au collège. Je crois qu'il y a 2 questions, une là-bas, et monsieur, tout à l'heure, avait levé le doigt. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup. Juste pour savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait que les personnes n'osent plus prendre la parole et s'exprimer, débattre, tout ça? Alors, dans un cours, c'est assez compréhensible. Si, pendant des années, dès l'école, on vous forme à travailler avec vos camarades, on vous forme à faire des choses ensemble. On vous forme à parler au professeur, à sentir que vous avez votre autonomie à affirmer. Vous très naturellement, vous allez poser des questions. C'est pas États-Unis, Europe, parce qu'au Collège d'Europe, tout le monde parle. C'est plutôt chez nous, en France. J'ai enseigné en Allemagne aussi. En Allemagne, les étudiants parlent tous. Dans les TD, ça bouge. En France, quand le professeur arrive dans un TD, je peux vous dire, on entend les mouches voler. Hein. Pour avoir la première question, on met du temps. Parce que je pense qu'il faut vous encourager plus à prendre des initiatives. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque. Vous savez, quand on compare les élèves formés dans nos grandes écoles avec le correspondant dans des pays étrangers, on reproche souvent aux nôtres de ne pas avoir assez le sens du travail en équipe, le sens de l'expression devant la foule. On nous reproche ça. Donc, je pense qu'à force, et c'est en train de changer, mais à force de laisser parler des orateurs isolés sur un podium et d'avoir une foule énorme, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein,
dans un amphithéâtre bondé, eh bien, vous finissez par ne pas avoir confiance en vous. Et puis, ça s'apprend d'avoir confiance en soi. Oui, il y a des personnes qui sont timides. Moi, je me suis toujours dit, j'ai aussi une certaine timidité. Donc, il faut apprendre à sortir de soi-même. Il faut apprendre il faut se lancer. Ça demande un acte de courage de se lancer dans un débat. On ne vous apprend pas assez ça. Je pense que notre système a plutôt tendance à vous faire vous rétracter. Et c'est vrai qu'on est dans une société encore assez verticale. Et regardez autour de vous. Et quand vous voyez notre structuration administrative, tout est très hiérarchique, c'est des sortes de pyramides. Nous, les juristes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on parle de la pyramide de Kelsen. C'est tout un système, la norme supérieure légitime la norme inférieure, qui légitime la norme encore inférieure. La France est assez construite de façon verticale. Et on ne demande pas trop que ça parle en bas. Hein. Voilà. Il faut être très légitime pour parler. Tiens, un exemple. Après, je réponds à la question suivante. Quand j'étais assistant ici en France, un conseil que m'avaient donné mes professeurs, surtout ne jamais écrire un article. Pourquoi ? Parce qu'il faut respecter on n'écrit pas à ce moment-là. On écrit une fois qu'on est légitimé. Aux États-Unis, j'ai passé très peu de temps en comparaison avec la France. J'ai écrit 3 ou 4 articles au temps que j'ai passé là-bas, pendant le temps que j'ai passé là-bas. Parce que c'est l'inverse. On vous dit exprimez-vous. Allez-y, faites, on vous encourage. Inconvénient, souvent, il y a aussi des débits qui s'expriment, hein, donc il faut prendre le tout. Et avantage, on vous pousse à sortir de vous-même. Voilà. Oui, il y avait une autre question. Vous allez m'épuiser, là. Vous avez prévu combien de temps de questions? Parce que vous savez, les académiciens, ça fatigue vite. Hein. Bonjour, monsieur. On a vu que vous étiez sportif, mais effectivement. Pardon. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez des personnes qui s'énervent lors d'un débat ou d'une discussion. Et qu'est-ce que ça reflète pour vous? Un manque de contrôle, de maîtrise de soi. Moi, je ne m'énerve jamais. Jean-Robert doute. Je pense que dans les conseils, les stratagèmes, surtout ne jamais s'énerver. Vous savez, c'est comme il y a un gars qui ne respecte pas le feu par rapport à vous qui le respectez, donc vous avez raison, lui a tort. Si vous sortez de votre voiture et que vous mettez un coup de poing sur la figure, c'est vous qui avez tort et lui qui a raison. Il ne faut jamais s'énerver, même si l'argument qu'on vous oppose est complètement fallacieux, etc. Je pense qu'il faut toujours garder son calme. Parce que nous n'aimons pas, nous en tant que groupe humain, nous n'aimons pas les gens qui s'énervent, parce que si on commence à s'énerver entre nous, ce qu'on pourrait faire tout de suite, parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, si on commence à s'énerver entre nous, il n'y a plus de groupe. C'est vital pour nous de ne pas nous énerver. Vital. Voilà. Même si on aurait des raisons de le faire. Oui ? Oui, bonjour, merci pour votre conférence. J'espère avoir gagné votre sympathie en disant ça. Je voudrais rapidement revenir sur la première question, sur le numérique et le fait de tout savoir très rapidement, beaucoup plus que sur des gens qui auraient passé des années à ça. Est-ce que vous ne voyez pas ça plutôt comme une sorte de révolution, un nouveau moyen de s'informer qui ne pourrait pas forcément nuire à l'éloquence ? Ouais. Oui. Oui, je suis d'accord. Non, mais plutôt parce que vous parlez presque en fait d'un danger quand vous dites ça, qu'on peut savoir très très vite les choses. Mais le danger, c'est que, vous voyez, prendre l'exemple de l'édition. Avant, pour éditer un livre, il y avait toute une série de sas à passer. C'est pas facile de trouver un éditeur, de voir son livre accepté par un jury, par un comité de rédaction, même dans une revue d'ailleurs, un article. Il y avait toute une série de sas qui faisait que n'arrivait à déboucher que ceux qui avaient été présélectionnés par des gens qui s'y connaissaient. C'était le système, c'était assez ordonné.
Il n'y avait pas trop de bruit, si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, vu les nouveaux moyens de communication, on est dans un autre monde. Tout le monde peut éditer n'importe quoi. Si vous avez des idées, votre article, vous le publiez sur le web, personne ne peut s'opposer à ça. Il n'y a plus aucune présélection. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Parce qu'il y a, dans un système qui fait beaucoup de tri, on peut être victime du tri, même si on a raison. Regardez Proust, il n'a jamais trouvé d'éditeur. Il a dû s'éditer lui-même, à compte d'auteur. Après, on a dit, c'est un mec génial. Donc vous voyez, il y a un coût à avoir un système très sélectif à l'entrée. D'un autre côté, il y a un coût à n'avoir aucune sélection, parce que c'est tout et n'importe quoi. Et par exemple, le poison aussi, c'est comme ça qu'il s'infiltre, très facilement. Qu'il ne se serait pas infiltré s'il y avait eu un système de sélection. Il n'aurait jamais pu passer toutes les étapes du contrôle. Alors il y a une autre chose, vous avez évoqué le mien, il y a une autre chose qui nous guette, je le dis là, c'est que vous savez, l'intelligence artificielle fait des progrès de plus en plus importants. Moi, je le vois dans mon métier, je ne vais pas parler de politique ni d'université, mais je vais parler du métier des juristes. Il y a je pense qu'un des périls qui menace la pensée, c'est le fait que la machine accomplisse de plus en plus de choses. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, en droit, on arrive à mettre toutes les décisions rendues par tous les juges dans une seule et même boîte. Une base de données énorme ou une base de données sectorisée, etc. Vous avez donc toutes les solutions. On n'en est pas encore à faire que la machine puisse remplacer le juge ou l'avocat toute seule. Mais ce qui est en train de se passer, par exemple, on arrive, je vois dans mon cabinet, par exemple, on classe ces décisions dans un plan thématique. On trouve à partir de mots-clés toutes les décisions qui ont été rendues. Très concrètement, le travail, c'est quoi? Vous recevez les conclusions d'un adversaire. Vous utilisez votre base de données, on appelle ça traquer. Vous regardez tout ce qu'il a cité comme décision, lui, dans ses conclusions. La machine vous renvoie à toutes les décisions qui entourent cette décision, qui disent le contraire de ce qu'il vient de dire, ou qui disent que la Cour de cassation est intervenue pour annuler justement l'arrêt d'appel qui vous oppose, etc. Donc, on commence déjà à voir ça. Ensuite, vous pouvez projeter l'avocat vers du texte de doctrine qui vous permettra d'avoir les arguments qui permettent de s'opposer à ce que dit votre adversaire. Oui, la machine est en train de commencer à faire beaucoup de choses à la place de nous. Et dans plein de domaines, même en géographie, ça va se passer aussi. Nous, déjà, on parle d'avocats augmentés. Regardez les radiologues. La machine lit déjà beaucoup mieux la radio que l'homme ou la femme. Donc ce que vous allez avoir à affronter, c'est retrouver votre place à côté des machines. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'élaborer des programmes dans mon domaine de compétences où on a encore besoin de moi pour les élaborer. Mais dans l'étape suivante, ce qu'on appelle le deep learning, la machine élaborera elle-même les solutions. On n'en est pas encore là dans tous les domaines littéraires. Mais on va vers ça. Donc vous serez les membres d'une nouvelle société dans laquelle on parlera très peu. J'espère que vous aurez encore l'occasion de parler. Et où l'éloquence ne jouera plus aucun rôle. La machine parlera à votre place. Ou vous... Alors est-ce que c'est dangereux? Bien sûr c'est dangereux, parce que pour l'imagination créatrice, si la machine reproduit toujours les mêmes décisions, etc., et si vous ne pouvez pas intervenir dans le processus, c'est comme, regardez, ceux qui utilisent Waze. C'est Waze qui commande, qui vous dit la trajectoire que vous devez prendre. Et vous n'avez plus le courage d'en prendre une autre. Parce que chaque fois que vous avez essayé d'en prendre une autre, la machine avait fait mieux. Mais une fois, elle fera moins bien que vous. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans la scène avec Waze. Une fois, elle fera moins bien que vous. Il faut que vous retrouviez votre place à côté de toutes ces évolutions techniques qui sont... Et l'éloquence fait partie de ce qu'il y a de plus humain. Donc, il faudra garder une place à l'éloquence si on veut que vous, les femmes et les hommes qui êtes là devant moi et qui seraient les nouveaux acteurs de la société qui nous attend, retrouviez votre place. Voilà ce que je pense.
Ici. Bon. Ah oui, maintenant, Juste là. Les questions fleurissent, le temps nous est compté. Est-ce qu'on en prend... On en prend une, la dernière. Ici. Allez, c'est le mot de la fin. D'accord. Un peu stressant de passer en dernière, mais bon. Bonjour à tous. Au début de votre prise de parole, vous avez fait référence au slam, au rap, et je rajouterai peut-être l'argot pour ma question. Est-ce que pour vous, il existe toujours cette hiérarchisation de la langue et donc ces types de langages qui sont parfois négligés, mis de côté et même méprisés, sont moins considérés que le langage donc dit soutenu? Oui, certainement. Vous savez, il y a une hiérarchie, il y a comment il faut faire, et toutes les façons différentes de comment il faut faire sont jugées un peu subalternes, de toute manière. Mais les hiérarchies sont de plus en plus contestées aujourd'hui. Je vais prendre un exemple tiré de la vie politique. Autrefois, on considérait tout à fait normal d'être représenté par des députés, des sénateurs, parce qu'on pensait que le citoyen ordinaire n'était pas capable de gouverner un pays. C'est les fameux... vous savez, avant la Constitution américaine, il y a les papiers qui commentent les idées constitutionnelles, ça s'appelle fédéraliste. On a des pages et des pages sur la nécessité de trouver un système de représentation qui permette aux gens les plus intelligents de la société de représenter les autres et de faire passer leurs idées. Et donc, ça voulait dire que tout le monde n'a pas droit à la parole. C'est la façon classique de faire. Et elle explique beaucoup de choses. Elle explique aussi pourquoi il faut passer par un certain nombre d'étapes pour être légitime, pour parler devant un public, pour donner des cours, voilà. Mais cette façon est de plus en plus contestée dans la société moderne. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a constaté, regardez la société française, on a dit à un moment, là, il n'y a pas si longtemps, les représentants, il faut supprimer le Parlement, il faut supprimer les représentants, on est assez grand pour nous représenter nous-mêmes. Et il n'y a pas une parole qui vaut mieux que l'autre. Donc Et on comprend, parce qu'évidemment, le fait de limiter l'accès, pour un spécialiste de concurrence, c'est anticoncurrentiel, ça appauvrit. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait trop d'accès, ça peut entraîner plein de dangers, plein de risques. Tout à l'heure, on parlait de poison. Ça ouvre la porte à tout, à ce qui est bien et aussi à ce qui ne l'est pas du tout. Donc, je pense que la société va dans le sens de la reconnaissance de toutes les formes de discours, et pas de la limitation aux grandes formes de discours. Elle va dans le sens de la reconnaissance de toutes les formes de techniques. Mais peut-être que c'est à nous d'instituer des autocontrôles pour ne pas tomber dans les excès que nous ne souhaitons pas voir se réaliser dans notre société. Voilà, c'est le mot de la fin. À moins que vous vouliez commenter votre tableau. Non. Je m'applaudis moi-même, comme ça, j'ai bien tout. Merci.